Alors, le souci de soi aujourd'hui, nous allons prolonger notre réflexion sur les sociétés de contrôle avec un texte de William Burroughs, qui est un auteur cité par Deleuze et qui fournit une réflexion très intéressante sur le contrôle. C'est même lui qui a inventé le syntagme société de contrôle. Il a écrit un texte qui s'appelle Les limites du contrôle, qui est un article publié dans les années 60 et que j'ai traduit pour m'amuser. Il a été publié en français, je crois, chez Christian Bourgeois, mais le livre est introuvable, ou enfin bref, je ne sais pas où il est. Je l'ai traduit en français et je vais vous le lire, et je crois que ça donne un point de vue très intéressant pour un petit peu enrichir, éviter la vue où on imagine que le contrôle peut être infini et c'est totalement dystopique. Il y a une certaine limite inhérente au contrôle lui-même que dépeint ici Burroughs. Les limites du contrôle. Il y a un intérêt grandissant pour les techniques de contrôle de la pensée. Il a été suggéré que Sirhan Sirhan était le sujet d'une suggestion post-hypnotique tandis qu'il était assis pris de secousses violentes sur la table chauffante de l'Ambassador Hotel à Los Angeles, pendant qu'une femme encore non identifiée le tenait et lui murmurait dans l'oreille. Sirhan Sirhan étant l'assassin de Robert Kennedy, le frère de JFK, le président, qui a été donc aussi assassiné à la fin des années 60, et c'est à cela que fait référence Burroughs. Peut-être que l'assassin aurait été hypnotisé ou manipulé, etc., etc. Il fait du moins référence à ça. Et Burroughs continue donc. Il a été avéré que les techniques de modification du comportement sont utilisées sur des prisonniers et détenus turbulents, souvent sans leur consentement. Le docteur Delgado, qui a stoppé un taureau en train de charger avec une télécommande d'électrodes implantée dans le cerveau du taureau, a quitté les États-Unis pour poursuivre ses études sur des sujets humains en Espagne. Le lavage de cerveau, donc l'Espagne à l'époque, qui était menée par Franco, ce médecin qui exerçait aux États-Unis à Yale, il me semble, a du coup été ensuite en Espagne parce qu'il faisait des expériences un petit peu trop bizarres, quoi. Et c'est une histoire véridique, hein, vous pouvez regarder le docteur Delgado sur Wikipédia. Le lavage de cerveau, les drogues psychotropes, la lobotomie et autres formes de psychochirurgie plus subtiles, l'appareil de contrôle technocratique des États-Unis a à portée de main de nouvelles techniques qui, si elles étaient pleinement exploitées, feraient paraître le 1984 d'Orwell pour une utopie bienveillante. Mais les mots sont encore les principaux instruments de contrôle, les mots MOTS. Les suggestions sont des mots, les persuasions sont des mots, les ordres sont des mots. Aucune machine de contrôle conçue jusqu'à maintenant ne peut opérer sans mots. Et toute machine de contrôle qui essaie de faire ainsi en s'appuyant entièrement sur la force extérieure ou entièrement sur le contrôle physique de la pensée rencontrera bientôt les limites du contrôle. Une impasse fondamentale de toute machine de contrôle est ceci. Le contrôle a besoin de temps au sein duquel exercer le contrôle. Parce que le contrôle a aussi besoin d'opposition ou d'acquiescement. Sinon, il cesse d'être du contrôle. Donc il faut un agent qui soit libre, qui puisse s'opposer. C'est comme ça qu'on contrôle, c'est le propre du contrôle. Je contrôle un sujet hypnotisé, au moins partiellement. Je contrôle un esclave, un chien, un travailleur. Mais si j'établis un contrôle complet d'une quelconque manière, en implantant des électrodes dans le cerveau, par exemple, alors mon sujet n'est guère plus qu'un magnétophone enregistreur, un appareil photo, un robot. Vous ne contrôlez pas un magnétophone enregistreur, vous l'utilisez. Considérez la distinction et l'impasse implicite ici. Tous les systèmes de contrôle essayent de rendre le contrôle aussi serré que possible, mais en même temps, s'ils y parvenaient complètement, il n'y aurait plus rien à contrôler. Supposez par exemple qu'un système de contrôle ait installé des électrodes dans le cerveau de tous les travailleurs potentiels, à la naissance. Le contrôle est maintenant complet. Même la pensée de rébellion est impossible sur le plan neurologique. Aucune force de police n'est nécessaire. Aucun contrôle psychologique n'est nécessaire autre qu'appuyer sur des boutons pour accomplir certaines activations et opérations. Les contrôleurs pourraient allumer la machine et les travailleurs réaliseraient leurs tâches, du moins le penseraient-ils. Néanmoins, ils ont cessé de contrôler les travailleurs, puisque les travailleurs sont devenus semblables à des magnétophones enregistreurs machiniques. Quand il n'y a plus d'opposition, le contrôle devient une proposition dépourvue de sens. On peut vraiment se demander si un organisme survivrait à un contrôle complet. Il n'y aurait rien là, pas de personne là. La vie est volonté.
Motivation, la vie est volonté, motivation, et les travailleurs ne seraient alors plus en vie, peut-être littéralement. Le concept de suggestion en tant que technique de contrôle présuppose que le contrôle est partiel et incomplet. Vous n'avez pas à donner des suggestions à votre magnétophone enregistreur, ni à le soumettre à la souffrance, à la coercition ou à la persuasion. Le système de contrôle des Mayas, donc les Mayas, la civilisation des Mayas, le système de contrôle des Mayas, où les prêtres gardaient les très importants livres des saisons et des dieux du calendrier, était fondé sur l'illettrisme des travailleurs. Les systèmes de contrôle modernes sont fondés sur l'alphabétisation universelle, car ils opèrent au travers des médias de masse, un instrument de contrôle à double tranchant, comme l'a montré le Watergate. Les systèmes de contrôle sont vulnérables et les médias d'info, news, sont par nature incontrôlables, du moins dans la société occidentale. La presse alternative, c'est des news, et la société alternative, c'est des news, et en tant que telles, les deux sont reprises par les médias de masse. Le monopole que Hearst et Luce ont exercé à une époque est en train de s'effondrer. C'était des magnats de la presse aux États-Unis. En fait, donc, il parle déjà de ces grands médias dont le pouvoir s'effrite. Et c'est quelque chose qui dure, puisqu'on en cause encore aujourd'hui. Avec cette idée qu'avec Internet, tout se fragmente et le pouvoir n'est plus contrôlé en un seul point. En fait, plus un système de contrôle est complètement hermétique et orné d'apparence de succès, plus il est vulnérable. Une faiblesse inhérente au système Maya était qu'ils n'avaient pas besoin d'une armée pour contrôler leurs travailleurs, et n'avaient par conséquent pas d'armée quand ils en avaient besoin pour repousser les envahisseurs. Donc, pas besoin d'armée pour contrôler le peuple, mais du coup, pas d'armée pour se protéger des envahisseurs. C'est une règle des structures sociales que ce dont on n'a pas besoin va s'atrophier et devenir non opérationnel au bout d'un certain temps. Coupés du jeu des guerres, et souvenez-vous, les Mayas n'avaient pas de voisins avec qui se quereller, ils perdent la capacité de se battre. Dans Mayan Caper est un ouvrage de Burrow. Donc, dans Mayan Caper, j'ai suggéré qu'un tel système de contrôle hermétique pourrait être désorienté et ébranlé par même une seule personne qui aurait saboté le calendrier de contrôle, dont le système de contrôle dépendait de plus en plus lourdement alors que les moyens de force réels dépérissaient. Et donc dans son travail, il imagine que quelqu'un peut pirater ce qui est diffusé par des magnétophones, et rien qu'en diffusant une certaine information un peu plus étrange que d'habitude et différente, avec un caractère subversif, ça crée une révolution rien qu'en opérant ce piratage. Considérez une situation de contrôle. 10 personnes sur un canot de sauvetage. Alors là, c'est une analogie qu'il propose, très intéressante et très éclairante, et il ne faut pas oublier que ça illustre la cybernétique. Ce qu'on appelle la cybernétique, c'est la science des systèmes, où on étudie les systèmes, c'est-à-dire on étudie l'organisme humain en tant que système, la société en tant que système, un système pouvant se définir comme différents points reliés entre eux avec un certain but. 3 choses, un système c'est 3 choses, c'est des éléments reliés entre eux avec un certain but. Et la cybernétique étudie les systèmes, et la cybernétique vient d'un mot grec qui signifie celui qui gouverne, celui qui tient le gouvernail dans un bateau. C'est donc celui qui tient la barre dans un bateau et qui est toujours en train de jouer avec les différents systèmes, le système du vent, de la mer et de la destination elle-même. Et donc, Burrow prend un exemple justement dans un canot de sauvetage. Considérez une situation de contrôle. 10 personnes sur un canot de sauvetage. 10 personnes donc. 2 meneurs, armés et autoproclamés, forcent les 8 autres à ramer, tandis qu'ils disposent de l'eau et de la nourriture, en gardant la majorité pour eux et en distribuant juste ce qu'il faut pour que les autres continuent à ramer. Les 2 meneurs ont maintenant besoin d'exercer le contrôle pour maintenir une position avantageuse qu'ils ne pourraient pas maintenir sans y avoir recours. Ici, la méthode de contrôle est force, la possession de pistolets. Le décontrôle serait accompli en maîtrisant les 2 meneurs et en prenant leurs pistolets. Cela fait, il serait avantageux de tuer les 2 immédiatement. Donc une fois embarqués dans une politique de contrôle, les meneurs doivent continuer la politique pour une question de survie. S'ils arrêtent, ils risquent de se faire crever, quoi. Qui alors a besoin de contrôler les autres? Ceux qui, par un tel contrôle, protègent une position d'avantage relatif. Pourquoi ont-ils besoin d'exercer le contrôle? Parce qu'ils perdraient bientôt cette position d'avantage, et beaucoup perdraient leur vie aussi s'ils renonçaient au contrôle. Maintenant,
Examinez les moyens par lesquels le contrôle est exercé dans le scénario du canot de sauvetage. Les deux meneurs sont armés, disons, avec des revolvers de calibre 38, 12 coups et 8 adversaires potentiels. Ils peuvent dormir à tour de rôle. Néanmoins, ils doivent encore prendre soin de ne pas laisser entendre aux 8 rameurs qu'ils ont l'intention de les tuer dès qu'une terre sera en vue. Même dans cette situation primitive, la force est complétée par de la tromperie et de la persuasion. Les meneurs expliquent qu'ils débarqueront au point A en laissant aux autres assez de nourriture pour atteindre le point B. Ils ont la boussole et apportent leurs compétences en navigation. En résumé, ils s'efforceront de convaincre les autres que c'est une entreprise de coopération au sein de laquelle tous œuvrent dans le même but. Ils seront aussi susceptibles de faire des concessions, augmenter les rations de nourriture et d'eau. Une concession signifie bien sûr rétention du contrôle, c'est-à-dire la détention des réserves d'eau et de nourriture. Par persuasion et concession, ils espèrent prévenir une attaque concertée de la part des 8 rameurs. En fait, ils ont l'intention d'empoisonner l'eau potable aussitôt qu'ils quitteront le bateau. Si tous les rameurs savaient cela, ils attaqueraient, peu importe les chances. Nous voyons maintenant qu'un autre facteur essentiel dans le contrôle, c'est de cacher aux contrôlés les véritables intentions des contrôleurs. En étendant l'analogie du canot de sauvetage au navire de l'État avec un E majuscule, rares seraient les gouvernements existants qui pourraient résister à une attaque totale et soudaine de la part des citoyens sous-privilégiés. Et une telle attaque pourrait bien se produire si les intentions de certains gouvernements existants étaient apparentes et sans équivoque. Supposez que les meneurs d'un canot de sauvetage avaient construit une barricade et pouvaient résister à une attaque concertée et tuer les 8 rameurs si nécessaire. Il faudrait ensuite qu'ils rament eux-mêmes, et ne seraient pas non plus en sûreté l'un vis-à-vis de l'autre. De façon similaire, un gouvernement moderne, équipé en armes lourdes et préparé à attaquer, pourrait exterminer 95% de ses citoyens. Mais qui ferait le travail, et qui les protégerait des soldats et techniciens nécessaires pour fabriquer et tenir les armes? Un contrôle réussi signifie atteindre un équilibre et éviter une confrontation où une force totale serait nécessaire. Cela est accompli au travers de diverses techniques de contrôle psychologique aussi équilibrées. Les deux techniques de contrôle psychologique et par la force sont constamment améliorées et raffinées, et néanmoins, la dissidence mondiale n'a jamais été aussi étendue, aussi dangereuse pour les présents contrôleurs. Tous les systèmes de contrôle modernes sont criblés de contradictions. Regardez l'Angleterre. N'allez jamais trop loin dans n'importe quelle direction est la règle fondamentale sur laquelle l'Angleterre est construite. Et il y a de la sagesse en cela. Néanmoins, en évitant une impasse, il s'engage dans une autre. Tout ce qui n'avance pas est sur le chemin de la sortie. Certes, rien ne dure pour toujours, le temps est ce qui a une fin, et le contrôle a besoin de temps. L'Angleterre gagne simplement du temps tandis qu'elle s'effondre lentement. Regardez l'Amérique, qui contrôle en effet ce pays? C'est très difficile à dire. Certainement que les très riches sont l'un des groupes de contrôle les plus puissants. Ils possèdent des journaux, des stations de radio et ainsi de suite. Ils sont aussi dans une position de contrôler et manipuler l'économie tout entière. Néanmoins, ce ne serait pas à leur avantage d'installer ou de tenter d'installer un régime fasciste. La force, une fois introduite, subvertit le pouvoir de l'argent. Ceci est une autre impasse du contrôle, la protection des protecteurs. Hitler a formé la SS pour se protéger de la SA. S'il avait vécu assez longtemps, la question de la protection de la SS se serait posée. Les empereurs romains étaient à la merci de la garde prétorienne, qui en une seule année a tué 20 empereurs. Et de plus, aucun pays industrialisé moderne n'est jamais devenu fasciste sans un programme d'expansion militaire. Il n'est désormais plus aucun endroit où s'étendre. Après des centaines d'années, le colonialisme est une chose du passé. Il n'y a aucun doute qu'une révolution culturelle de dimension inédite a eu cours lors des 30 dernières années. Donc ça s'est écrit, ce texte est à la fin des années 60, vraiment début 70, fin des années 60. Et comme l'Amérique est maintenant un modèle pour le reste du monde occidental, cette révolution est mondiale. Les médias de masse sont un autre facteur qui diffuse n'importe quel mouvement culturel dans toutes les directions. Le fait que cette révolution planétaire ait eu lieu indique que les contrôleurs ont été forcés à faire des concessions. Bien sûr, une concession est encore une rétention du contrôle. Voici 10 cents, je garde le $1. On lâche du lest sur la censure, mais souvenez-vous que nous pourrions tout reprendre. Bon, à ce point, c'est questionnable. La concession est un autre lien du contrôle.
L'histoire montre qu'une fois qu'un gouvernement commence à faire des concessions, c'est une voie à sens unique. Ils pourraient bien sûr retirer leurs concessions, mais cela les exposerait à un double péril, une révolution et le danger beaucoup plus grand d'un fascisme manifeste, les deux étant hautement dangereux pour les présents contrôleurs. Est-ce qu'une quelconque politique claire émane de ce fatras de confusion? La réponse est probablement non. Les médias de masse se trouvent être un instrument de contrôle manquant de fiabilité et même déloyal. Ils sont incontrôlables à cause de leur besoin fondamental de news. Si un journal ou même une ligne de journaux détenue par la même personne essaie de tuer une information, cela rend l'information encore plus sensationnelle en tant que news. Des journaux la reprendront. Imposer la censure gouvernementale sur les médias est une étape dans la direction du contrôle d'État, une étape que le grand capital rechigne à prendre. Parce que donc, il y a vraiment cette idée que le fascisme, du coup, donne le pouvoir à la force et le pouvoir de l'argent s'efface devant le pouvoir de la force. Et c'est pour ça que les puissances de l'argent, certes, jouent un peu avec le fascisme, mais se mettraient en position de faiblesse si un fascisme réel arriverait vraiment au pouvoir. Je n'entends pas suggérer que le contrôle se met en échec par lui-même, ni que la protestation n'est par conséquent pas nécessaire. Un gouvernement n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'il s'embarque dans une voie d'autodestruction franchement suicidaire. Il est encourageant que certains projets de modification du comportement aient été dévoilés et arrêtés, et certainement qu'une telle exposition et publicité devrait continuer. En fait, je pose que nous avons droit à insister pour que toute recherche scientifique soit le sujet d'un examen minutieux du public et qu'il ne devrait pas y avoir de choses telles que la recherche top secrète. Alors si ce texte vous paraît abstrait et difficile à comprendre, je vous conseille de le relire, de le réécouter, de le lire et de l'écouter. Et on peut penser vraiment à tout un tas de choses. On peut penser à Trump aux États-Unis, bien sûr, à tout ce qui se trame avec le monde des médias et compagnie. Mais même en France, c'est très intéressant de voir ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes et le fait que de plus en plus, on a eu un grignotement des concessions qui avaient été faites pour que les gens aient un minimum. Voilà, je te donne 10 centimes, je garde 1 euro, mais je te donne 10 centimes. Il y avait quelque chose comme ça. Et à partir du moment où on veut regrignoter des concessions, ça devient très difficile. Et c'est ce dont parle Burrow. Et c'est ce qu'on voit exactement, ce qui s'est passé en France. Avec les Gilets jaunes, on a voulu grignoter des concessions, mais d'un coup, bam, ça a explosé, et du coup, le pouvoir en face n'a plus d'autre recours que soit re-rendre les concessions arrêtées, ou alors devenir fasciste. Mais le problème, c'est qu'en devenant fasciste, il y a ce danger que l'argent ensuite ne peut plus tout acheter, et on le voit dans les pays à tendance fascisante, par exemple la Russie, où Poutine, il y a un milliardaire en face de lui, le milliardaire sait que son argent ne le protège pas. Et les milliardaires ont intérêt à ce que le pouvoir de l'argent soit maintenu. Donc certes, il y a toujours des liens entre le fascisme et le grand capital, mais l'intérêt fondamental du milliardaire n'est pas d'arriver à un point où la force domine de façon tellement ouverte et tellement voyante que son pouvoir d'argent s'en trouve effacé. Et donc là, voilà, ce texte sur les limites du contrôle permet vraiment, je crois, d'aller profondément et d'éviter toutes les facilités de dystopie aussi, où on imagine qu'on va être réduit à des purs automates. Quand on est réduit à des purs automates, il n'y a plus rien. Et finalement, le pouvoir, il faut bien qu'il contrôle quelque chose. Donc ça ne va jamais aller jusqu'à un fond où on est juste des machines. Mais par contre, il va y avoir tout un tas de dispositifs qui peuvent s'appliquer à nous, se déployer en nous et nous dresser, nous apprendre que la liberté c'est ceci et cela alors que ça ne l'est pas, nous apprendre que la liberté c'est la santé par exemple, et nous faire croire que la liberté c'est la santé et que tout ce qui est fait pour la santé c'est la liberté, etc. Mais ça c'est des trucs du contrôle, de persuasion, de raconter des histoires et d'incorporer ces histoires au fond de l'esprit des gens, mais ça ne correspond pas exactement à la dystopie totale qu'on imagine facilement avec 1984, Orwell, etc., etc.